Imaginez disparaître dans un château médiéval en Roumanie et être retrouvé 7 ans plus tard, parfaitement momifié, assis à un bureau en train de lire un manuscrit vieux de 700 ans. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire vraie du docteur Dimitri Petrenko, un professeur d'histoire ukrainien dont la passion pour les châteaux médiévaux l'a mené vers une découverte qui défie toutes les lois de la physique et du temps. En 1997, il est parti seul explorer les ruines de Castellul-Negru dans les Carpates roumaines. 7 ans plus tard, son corps parfaitement conservé a été découvert dans une bibliothèque médiévale, tenant une plume à la main et un manuscrit ouvert devant lui, comme s'il venait juste de s'endormir en lisant. Mais ce manuscrit contenait des détails impossibles sur sa propre vie, écrits dans 2 langues séparées par des siècles. Cette découverte a bouleversé la communauté scientifique mondiale et révélé une vérité terrifiante. Certains lieux sur Terre existent, en dehors du temps normal. Cette histoire commence à l'université de Kiev en octobre 2000. Le docteur Dimitri Petrenko, 45 ans, était un professeur d'histoire médiévale respecté, spécialisé dans les châteaux et manuscrits de l'Europe de l'Est. Depuis 20 ans, il étudiait les forteresses des Carpates, mais un château en particulier obsédait ses recherches. Castellul-Negru, le château noir, était mentionné dans des documents du XIVe siècle comme un centre de savoir sombre, où des érudits pratiquaient des connaissances interdites. La plupart des historiens considéraient ces références comme des superstitions médiévales. Mais Petrenko était convaincu que le château cachait de véritables trésors historiques. Le château était perché sur une falaise presque verticale dans les Carpates roumaines, inaccessible pendant des décennies. Les villages locaux étaient remplis d'avertissements sur le château maudit, où les visiteurs disparaissaient. Mais Petrenko, académicien rationnel, voyait ces histoires comme du folklore destiné à protéger le site. En octobre 1997, il décida de partir seul pour une expédition finale. Il était équipé de matériel de base des années 1990, radio satellite, GPS portable, lampe de poche, matériel d'escalade rudimentaire. Ses collègues tentèrent de le dissuader, mais sa détermination était inébranlable. Le 10 octobre, il arriva à la base de la montagne. Sa voiture de location fut retrouvée plus tard, parfaitement garée, avec tous ses effets personnels à l'intérieur. Il avait commencé son ascension vers le château avec seulement son sac à dos et sa radio. Pendant 3 jours, il maintint un contact régulier avec l'université. Ses rapports étaient enthousiastes. Il avait découvert des entrées cachées, des passages secrets, des symboles gravés qu'aucun chercheur n'avait documentés auparavant. Son dernier message radio fut reçu le 15 octobre à 4. La transmission était excitée, presque fébrile. Il annonçait avoir trouvé l'entrée de la tour bibliothèque, avec des manuscrits partout. Il promettait d'envoyer un rapport détaillé le lendemain. Ce fut son dernier contact avec le monde extérieur. Quand Petrenko ne donna pas signe de vie le 16 octobre, l'université alerta immédiatement les autorités roumaines. Une opération de recherche fut lancée, mais une violente tempête balaya la région pendant 3 jours, rendant impossible toute tentative de sauvetage. Quand les équipes purent enfin intervenir, elles trouvèrent son matériel abandonné près de la base de la tour bibliothèque. Son sac à dos était coincé dans une crevasse, son contenu éparpillé, radio morte, carnet de notes trempé, crayon cassé. Mais aucune trace du professeur lui-même. Les sauveteurs fouillèrent chaque recoin accessible du château. Ils appelèrent son nom jusqu'à en avoir la voix cassée. Ils sondèrent les crevasses profondes avec des perches. Ils ne trouvèrent aucun corps, aucun vêtement, aucune preuve d'une chute ou d'une lutte. Après 2 semaines de recherche intensive, les autorités conclurent que Petrenko était probablement tombé dans un gouffre inaccessible. Son corps fut déclaré perdu dans les profondeurs du château. Le cas fut officiellement clos. À l'université de Kiev, un service commémoratif fut organisé. Sa veuve, Elena, porta le deuil d'un mari dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Ses recherches furent archivées. Son poste fut attribué à un autre professeur. La vie académique continue. L'histoire du professeur disparu devint une légende locale. Les guides touristiques la racontaient comme un avertissement sur les dangers des châteaux en ruine. Pendant 7 ans, le silence fut total. Puis en l'été 2004 marqua le retour à Castellul-Negru, mais dans des conditions radicalement différentes. Une équipe archéologique conjointe roumano-ukrainienne, financée par une subvention de l'UE, était équipée de la technologie la plus avancée de l'époque. Fini les cordes en chanvre et GPS basiques des années 1000. L'équipe utilisait des drones pour cartographier les ruines, des harnais assistés par exosquelettes, des cordes synthétiques ultra résistantes, des radios satellites haute définition. Ils établirent un camp de base complet au pied du château. Le projet était partiellement un hommage au professeur disparu. Sa photographie était affichée dans la tente de commandement,
rappel constant de leur mission. L'objectif était double, explorer scientifiquement le château et peut-être résoudre enfin le mystère de sa disparition. L'équipe était dirigée par Andrei, alpiniste roumain expérimenté, et incluait Katerina, jeune archéologue ukrainienne spécialisée dans les sites médiévaux. Ils progressaient méthodiquement, sécurisant chaque passage avant d'avancer. Les drones avaient identifié la tour bibliothèque, montrant la même porte de chêne ancien légèrement entrouverte que les rapports de sauvetage de aucun mouvement, aucun signe de vie, juste cette immobilité profonde et inquiétante. Le 15 juillet 2000, ils portaient des caméras, leurs mouvements étaient retransmis en direct au camp de base. La porte s'ouvrit silencieusement sur ses gonds parfaitement conservés, révélant l'obscurité à l'intérieur. Les lampes frontales éclairèrent une chambre circulaire, ses murs couverts de niches remplies de manuscrits anciens. Au centre, un grand bureau de chêne, et assis à ce bureau, une silhouette humaine. Ce que Katerina vit dans le faisceau de sa lampe défia toute compréhension rationnelle. Assis au bureau, dans la position exacte d'un érudit en pleine lecture, se trouvait Dr Dimitri Petrenko. Il portait les mêmes vêtements que lors de sa disparition, pull de laine épais, pantalon résistant, bottes de montagne. Mais son état de conservation était impossible. Aucune décomposition, aucun signe des 7 années écoulées, aucun dommage dû au climat montagnard brutal. Sa peau paraissait presque vivante, bien qu'immobile. Ses cheveux conservaient leur couleur gris-brun naturelle. Sa barbe était nette et taillée. Il n'y avait aucun rétrécissement, aucune gelure, aucune trace d'exposition aux éléments. Plus troublant encore était son expression. Ce n'était pas un visage de peur, de douleur ou de surprise. C'était le masque de la concentration la plus profonde et intense jamais observée. Ses sourcils légèrement froncés, ses yeux ouverts et clairs fixaient la page devant lui avec une attention inébranlable. Sa main droite tenait une plume d'oie, parfaitement positionnée comme s'il venait d'écrire. Sa main gauche reposait sur un manuscrit ouvert. Il avait l'air d'un homme qui venait de saisir le fil d'une vérité sublime, totalement absorbé par son travail. La scène était si parfaitement préservée que Katerina eut l'impression qu'il pourrait lever les yeux à tout moment. Il lui demandait ce qu'elle faisait dans sa bibliothèque. L'équipe au camp de base regardait les images en direct, pétrifiés. Ils avaient trouvé leur réponse, mais elles soulevaient 1000 nouvelles questions impossibles. Comment un corps pouvait-il être parfaitement conservé pendant 7 ans dans un château en ruines exposé aux intempéries? Pourquoi semblait-il être mort en pleine lecture, sans aucun signe de détresse? Mais le mystère le plus profond résidait dans le manuscrit ouvert devant lui. Le manuscrit que Petrenko lisait au moment de sa mort était un document qui défiait toute logique historique. Les pages n'étaient ni parchemin ni papier, mais un matériau étrange avec un éclat presque métallique, parfaitement préservé malgré les siècles. À première vue, il s'agissait d'un texte médiéval, enluminé classique. Les bordures dorées et bleues s'enroulaient autour de créatures mythiques et de symboles astrologiques. L'écriture principale était un latin élégant et fluide, la main d'un maître scribe du XIVe ou XVe siècle. Mais entrelacé avec ce texte ancien, écrit entre les lignes et débordant dans les marges, se trouvait un autre langage, l'ukrainien moderne, dans une écriture angulaire et contemporaine. Les experts linguistiques qui furent appelés sur place découvrirent quelque chose de stupéfiant. Le texte ukrainien ne décrivait pas des débats théologiques ou des lignées héraldiques. Il décrivait, avec une précision clinique et dévastatrice, la vie du docteur Dimitri Petrenko. Il nommait sa femme Elena, parlait du deuil qu'elle avait porté, de la robe noire qu'elle avait mise à son service commémoratif. Il détaillait ses recherches à l'université de Kiev, citant des articles spécifiques qu'il avait publiés, des théories que ses collègues avaient rejetées. Le manuscrit décrivait son ascension de la montagne, la marque et le modèle de son GPS des années 1990, le contenu de son sac à dos. Il contenait des détails que seul Petrenko lui-même aurait pu connaître. Plus troublant encore, les deux langues n'étaient pas séparées, mais fusionnées. Le texte ukrainien moderne commentait, corrigeait et élaborait le latin médiéval, comme si un seul auteur possédait des connaissances à travers les siècles. Un passage en latin décrivant la nature philosophique des sphères célestes était annoté en ukrainien avec des données astrophysiques précises sur les nébulae planétaires qui ne seraient découvertes que des centaines d'années plus tard. C'était un document qui défiait non seulement l'histoire mais la causalité elle-même. Sous le manuscrit, l'équipe découvrit le journal personnel de Petrenko, le même carnet en cuir qu'il avait emporté lors de son expédition. Les pages racontaient une histoire bien plus étrange que de simples notes de terrain. Les premières entrées étaient normales, description de l'architecture du château, croquis excités des symboles gravés, notes,
enthousiaste sur la découverte initiale de la bibliothèque. L'écriture était sa script familière et précise. Mais au fur et à mesure que les pages se tournaient, le ton changeait. Les entrées devenaient moins des observations et plus des réalisations. L'écriture parfois fébrile, parfois lente et mesurée avec une clarté terrible. Il écrivait sur le moment où il avait compris la nature fondamentale du château. Ce n'était pas un lieu dans le temps, mais un lieu en dehors du temps. Les érudits qui avaient travaillé ici n'étaient pas des fantômes, mais des contemporains. Un homme du XIIe siècle pouvait passer un théorème à un penseur du XVIIe siècle, qui pouvait en débattre avec un esprit du IXe siècle. La bibliothèque était la constante, le point fixe autour duquel les siècles tourbillonnaient et convergeaient. Sa radio n'avait pas échoué, elle était simplement devenue irrévente, un outil pour un monde linéaire qui ne s'appliquait pas ici. Il décrivait une libération sublime et terrifiante de la tyrannie des heures et des jours. Il sentait sa propre époque, les préoccupations de l'université de Kiev, le souvenir du visage de sa femme, tout le XXe siècle, commençait à s'estomper au bord, devenant juste un autre chapitre dans le programme infini du château. L'entrée finale du journal était une seule phrase parfaitement composée. « Je ne quitte pas le monde, je deviens partie de tout cela ». Il avait cessé d'être Dr Dimitri Petrenko, un homme de la fin du XXe siècle, et était devenu un résident permanent de Castellulnegru. La communauté scientifique mondiale fut en ébullition quand la nouvelle se répandit. Comment expliquer la parfaite préservation du corps? Comment un manuscrit médiéval pouvait-il contenir des détails de la vie de Petrenko? Sarah Mitchell, physicienne théoricienne au MIT, proposa une hypothèse révolutionnaire. Selon sa théorie, certains lieux sur Terre pourraient exister en dehors du flux temporel normal, créant des poches temporelles où les lois physiques habituelles ne s'appliquent pas. Les châteaux anciens, construits sur des sites géologiquement uniques et chargés de siècles d'activités intellectuelles intenses, pourraient développer ces propriétés. Castellulnegru, avec sa bibliothèque et ses érudits obsédés par la connaissance interdite, aurait pu devenir un tel nexus temporel. Cette théorie fut renforcée par l'analyse du manuscrit. Les tests au carbone montraient que le parchemin datait authentiquement du XIVe siècle, mais l'encre ukrainienne moderne était chimiquement identique à celle utilisée par Petrenko dans ses autres écrits. Somehow, dans ce lieu impossible, des époques séparées par des siècles coexistaient et interagissaient. Des recherches dans les archives médiévales révélèrent d'autres mentions d'étrangers venus du futur avec des connaissances impossibles. Des légendes parlaient d'érudits qui arrivaient au château avec des savoirs d'un autre temps. Petrenko n'était peut-être pas le premier voyageur temporel involontaire. Il était simplement le premier dont le voyage avait pu être scientifiquement documenté. L'hypothèse devint plus crédible quand les chercheurs réalisèrent que plusieurs autres disparitions mystérieuses s'étaient produites près de sites similaires à travers l'Europe. Des érudits, des chercheurs, des personnes obsédées par la connaissance ancienne qui disparaissaient, sans laisser de traces. L'équipe de 24 passa des mois à étudier la tour bibliothèque. Chaque objet trouvé révélait de nouveaux indices sur l'extraordinaire transformation de Petrenko. Le château lui-même présentait des anomalies physiques. La température dans la bibliothèque restait constante quelle que soit la saison. L'air ne circulait pas normalement. Les instruments de mesure donnaient des lectures impossibles. Plus troublant, d'autres manuscrits dans la bibliothèque montraient des signes d'écriture récente. Des textes prétendument vieux de siècles contenaient des références à des événements du XXe siècle, comme si différentes époques s'écrivaient mutuellement. Des caméras installées dans la tour captèrent parfois des mouvements étranges, des ombres qui n'avaient pas de source, des pages qui se tournaient sans vent, des plumes qui bougeaient légèrement, comme si quelqu'un écrivait invisible. L'équipe commença à ressentir des effets psychologiques. Certains membres rapportèrent des rêves vifs, où ils débattaient avec des érudits médiévaux, d'autres affirmaient entendre des chuchotements en latin la nuit. Dr Elena Petrenko, la veuve, fut invitée à visiter le site. Quand elle vit le corps parfaitement préservé de son mari, elle ne montra ni choc ni tristesse, mais une étrange reconnaissance. Elle déclara au journaliste: « Il a trouvé ce qu'il cherchait. Il est exactement où il voulait être. » La tour fut scellée par les autorités roumaines, classée comme site de patrimoine mondial UNESCO. Mais les recherches continuent. La découverte de Petrenko révolutionna plusieurs domaines scientifiques. La physique quantique dut réviser ses théories sur la nature du temps. L'archéologie développa de nouveaux protocoles pour identifier d'éventuels autres anachronismes temporels. Des expéditions furent organisées pour explorer d'autres châteaux et bibliothèques médiévaux suspects. Plusieurs découvertes troublantes émergèrent. Des objets métalliques utilisant des alliages impossibles pour l'époque, des inscriptions décrivant des technologies futures, des sépultures contenant des individus aux caractéristiques anachroniques. Le phénomène n'était pas unique. À travers l'histoire,
Des individus obsédés par la connaissance avaient apparemment été absorbés par des lieux de savoir anciens. Petrenko était simplement le premier cas documenté scientifiquement de manière irréfutable. Cette révélation changea la perception publique des légendes et mythologies. Ce qui avait été considéré comme de simples histoires fantastiques était peut-être basé sur des événements réels. Les universités du monde entier créèrent de nouveaux départements d'études temporelles. Des physiciens, historiens et philosophes travaillent désormais ensemble pour comprendre les implications de la découverte de Castellulnegro. Mais peut-être que la leçon la plus importante est celle que Petrenko lui-même avait comprise dans ces derniers jours. Certaines quêtes de connaissances transcendent les limites ordinaires de l'existence humaine. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la disparition de Petrenko, Castellulnegro reste un site d'études intenses. Des chercheurs du monde entier viennent étudier les anomalies temporelles de la tour bibliothèque. Le corps de Petrenko reste assis à son bureau, parfaitement préservé, ses yeux toujours fixés sur le manuscrit impossible. Les visiteurs apportent une sensation troublante, celle d'être observé par une intelligence qui transcende le temps. De nouveaux manuscrits continuent d'apparaître dans la bibliothèque, certains décrivant des événements futurs avec une précision inquiétante. Des scientifiques tentent de déchiffrer ces prophéties, cherchant des indices sur l'avenir de l'humanité. La femme de Petrenko, Elena, décédée en 2018, avait exprimé le souhait d'être enterrée près du château. Sa tombe se trouve maintenant dans le petit cimetière du village en contrebas, d'où elle peut veiller sur son mari dans sa tour éternelle. Certains chercheurs tentent de reproduire les conditions qui ont permis la transformation de Petrenko. Ils espèrent percer le secret de ces poches temporelles et peut-être établir une communication avec d'autres époques. D'autres mettent en garde contre de tels effets. Ils soutiennent que certaines connaissances ne sont pas destinées à être découvertes, que le prix de la compréhension ultime pourrait être l'humanité elle-même. Car l'histoire de Dimitri Petrenko pose une question fondamentale. Si nous pouvions accéder à toute la connaissance de l'histoire humaine, que serions-nous prêts à sacrifier pour l'obtenir? Dans la tour de Castellulnegro, cette question trouve sa réponse silencieuse. Assis à son bureau éternel, parfaitement préservé dans un moment d'illumination infinie, Dr Dimitri Petrenko continue sa lecture, transformé en gardien d'un savoir qui dépasse les limites du temps et de la mortalité humaine. L'histoire de Dr Dimitri Petrenko n'est pas celle d'un homme perdu, mais d'un homme trouvé par quelque chose de plus grand que lui-même, par une vérité si vaste qu'elle exigeait son existence entière comme prix d'entrée. Castellulnegro continue de se dresser dans les Carpates, ses pierres noires, gardant le secret le plus profond de l'humanité, que la connaissance ultime exige le sacrifice ultime, que certaines découvertes transforment non seulement notre compréhension du monde, mais notre place en son sein. Les touristes qui visitent maintenant la région parlent encore du professeur fantôme qui hante le château, mais ceux qui comprennent vraiment l'histoire savent qu'il n'y a pas de fantôme à Castellulnegro. Il y a seulement un érudit éternel, figé dans un moment de compréhension parfaite, devenu partie intégrante du savoir qu'il avait passé sa vie à chercher. Et dans sa tour silencieuse entourée de manuscrits qui défient le temps, Dimitri Petrenko continue de lire, pour l'éternité la plus grande leçon jamais écrite, que la véritable connaissance ne se possède pas, elle nous possède. Son histoire nous enseigne que certaines quêtes ne se terminent jamais. Elle nous transforme simplement en gardiens éternels, des mystères que nous avions espéré résoudre. Dans les Carpates romaines, le vent continue de souffler à travers les ruines anciennes. Et dans sa tour de pierre, illuminée par une lumière qui ne s'éteint jamais, un professeur ukrainien lit encore, ayant trouvé dans la mort la vie éternelle qu'il avait cherchée dans ses livres.